que tous les Maliens et tous les observateurs amis du Mali me pardonnent. J'ai toutes mes facultés, je souhaite simplement une audience publique avec le président auquel je n'aurai pas accès sauf si c'est trop tard pour lui et aussi pour le Mali. La majorité jeune des Maliens ne me connaissent pas, et le peuple tout entier ne sait pas certaines choses que même beaucoup ignorent au plus haut niveau au sein de la classe politique. Les Maliens le doivent au bouffon autour de président. Celui-ci et ses prédécesseurs. Le mensonge, la trahison du pouvoir, le peuple le doit toujours et avant tout aux charognards indignes, les mange-miettes qui entourent les présidents du Mali depuis Modibo Keïta à ce jour. J'en ai parlé avec Moussa et Mariam en 2009. On était d'accord au moins sur ça. Je ne ferai jamais confiance à Moussa Traoré pour tout ce qui concerne le pouvoir et il le sait, mais il est à ma botte, il n'a pas le choix. Il a commis trop de dégâts et nous n'avons pas été comme lui il aurait été avec nous en cas d'échec de la révolution, ou comme il a été avec Cabral et avec ses propres amis du CMLN dont Kissima, Karim, Takoro, et Sohangalo Samake l'exécuteur des bas-œuvres dont l'arrestation de Modibo. Nous avons été humains malgré tous ces crimes odieux il est toujours en vie et bien traité comme il faut. Moussa ne voulait que le pouvoir contrairement à Sanogo ou à Ibrahim Keïta qui prennent le confort et la gloire pour le pouvoir. Il peut au moins dire comment il a été privé de l'information fiable et comment il a été trompé par son entourage durant sa présidence interminable de 23 ans. ATT s'est plaint le 19 mars en me voyant à la télévision. Il a appelé en personne l'un de mes amis, pour se plaindre en disant « Je sais ce que je peux pas empêcher Agibou d'être candidat. Mais Bonia Kama Akun Meze Kana a Bonia Dokoro. » J'avais essayé de le voir pendant 2 mois, en vain, et j'étais encore en train d'essayer. Même son conseiller qui m'a transmis son message le savait, mais il n'avait rien fait pour que je rencontre ATT. Ils me connaissent tout. Je ne suis pas eux. Nous n'avons les mêmes éducations ni les mêmes références en dehors des apparences. Ils savaient comme l'entourage de Alpha que le président m'aurait préféré à n'importe qui. J'en ai pas voulu à Dion Kounda quand j'ai flingué le projet de changement de gouvernement à la conférence nationale. J'avais déjà passé avec plus de 12 ans en 3e j'en suis persuadé, mais en pleine conférence nationale il m'a montré ma feuille de maths complètement illisible. Tout était rouge. Il avait mis plus de rouge que moi-même de noir. Ensuite il m'a dit, tu t'es sacrifié pour le Mali. C'est pas normal que tu échoues, surtout avec 11,87 de moyenne. Je vais recorriger ta feuille pour que tu passes. J'ai dit donne-moi le temps de réfléchir. Il a impliqué mes 2 autres amis Jiggy et Soul. Si j'acceptais il allait recorriger leur feuille également pour qu'ils passent en 3e année de l'ENI avec moi. Fof est mort, Soul est vivant. Ils n'ont jamais fini l'ENI, car j'ai refusé. Personne n'a contribué à la révolution matériellement plus que Soul, Moussa Fofana dit Jiggy paix à son âme et les imprimeries Jamana, donc Alpha sans qu'il le sache probablement. J'avais la CT de Soul, Jiggy réparait les télés et payait l'essence, Jamana gratuitement faisait les photocopies, et moi je pouvais me balader dans la ville de Bamako avec des arguments solides. Chaque fois que je vois Soul je suis très mal. Lui il vit dans la misère pendant que le fils de Ibrahim qui n'était pas là, qui me doit en partie son poste de ministre auprès de Alpha après le 5 avril, possède tout Bamako. J'avais soigneusement épargné Malamine et Dion Kouda le 5 avril par pur calcul politicien, sinon Mala était présent à la rencontre infructueuse avec les responsables de l'ADMA avant les élections. Le président allait avoir besoin de son soutien. Dion Kounda n'était pas au palais le 14 avril 1993. Il n'y avait que Alpha, Soumaïla, la directrice des cabinets du président, et Mala. Nous on était 7 en surnombre, pas de garde ni personne à l'horizon. Ça m'avait même frappé dans la salle du conseil que je n'avais pas connu avant de toutes les façons, ni ses us et coutumes. Au regard des rumeurs, seul Soumaïla Cissé, alors secrétaire général de la présidence, était proche de la vérité lors du briefing après notre départ, pour ce qui s'est passé au palais le 14 avril 1993 entre Alpha et moi.
C'est après avoir quitté le palais sur la route de retour que j'ai réalisé moi-même que j'avais failli arrêter le président sans le savoir. Je le tenais en plus. 1. J'avais mis l'armée hors jeu dans ma déclaration dès le 5 avril après l'incendie de l'Assemblée devant le peuple de Bamako qui applaudissait les élèves en train de brûler le Parlement. 2. Comme un signe, Nouhum Togo s'était installé à la place du président à notre arrivée, ça fit rire tout le monde. Il aimait trop jouer au con juste pour amuser les gens. Il aimait m'énerver aussi en jouant au con. Mais si la bagarre éclatait, c'est Togo qui l'aurait arrêté en personne si Jean donnait l'ordre, et les autres allaient le suivre à commencer par Zarawana et les jeunes. C'est pas pour rien qu'on l'appelait « général » en ce temps-là. Il l'aurait juste fait pour être ministre de la Défense, et non pour l'AM ou pour moi. N'était-il pas conseiller à la communication au ministère de la Défense en 2012 ? C'est d'ailleurs là qu'il m'avait confirmé que certains dans leur camp voulaient une transition en 2012 et que lui il n'était pas d'accord avec ça. 3. Le peuple malien allait applaudir là aussi. Alpha me faisait pitié au fond bien avant son élection. Il était bon pour la trahison, n'importe qui l'était quand on connaissait la configuration interne du leadership à la création de l'ADMA. C'est une conglomération individualiste, un groupement d'intérêts politiques d'abord avant le 26 mars 1991 et économique depuis, et dont la marchandise est la confiance du peuple qu'ils vendent au plus offrant parmi eux ou ailleurs. Heureusement mon petit-fils Malamine Traoré que j'avais rencontré quelques jours plus tôt, qui avait organisé la rencontre et qui est le parrain et l'homonyme du fils de Alpha, est intervenu en disant Agibou Bagadabla. Iti Seka Mogoshi Bagabagayan. Lui et Alpha s'étaient assez longuement tirés par les manches devant tout le monde, pour celui qui allait me répondre le premier. J'ai ri et la salle a éclaté en rire, j'ai conclu rapidement avec le sourire. Ensuite j'ai laissé Alpha continuer dans le plus grand respect. Je l'avais interrompu brutalement, yeux dans les yeux et en colère. Il était trop gros, ça m'énervait instinctivement. Il n'avait aucun souci et n'était au courant de rien apparemment. C'était pas normal. Il faut reconnaître que j'avais toujours faim en cette période. Je n'avais même pas souvent le temps de déjeuner ou de dîner dans le même jour comme celui où le problème des bourses des secondaires fut réglé vers la fin de la transition alors que les étudiants avaient eu leur augmentation depuis avril 1991. Même au palais j'avais faim justement. Jamais Mala n'aurait laissé Alpha répondre, surtout nous connaissant tous les deux Alpha et moi. J'avais discuté avec lui quelques jours plus tôt au ministère de l'Intérieur en compagnie de Sega Kone, secrétaire aux relations extérieures du Bureau de coordination de 1992 à 1993. Je ne savais pas ce que Alpha allait dire. Mais Mala savait que j'étais en train de monter en colère et que ce n'était que le début. J'étais remonté à bloc depuis des jours contre le régime. La démission du gouvernement n'était rien à mes yeux. Seuls les résultats comptent. Je m'étais sacrifié pour l'ADMA en me brouillant avec ATT qui a été toujours sympathique d'approche et qui m'avait pris mes meilleurs éléments pour en faire ses conseillers, en me dépouillant un peu, pensant que cela suffirait à me mettre sous sa coupole sinon à me mettre hors d'état de nuire par les mains de mes anciens camarades des comités de crise dont Issa Meriko, Modibo Doumbia, secrétaire général du comité de crise de quartier de Bozola, le premier mis en place dans l'histoire de la Révolution, et Ousmane Ben Fana Traoré, secrétaire général du comité de quartier de Djolibougou. Issa et Modibo en savaient beaucoup sur la préparation de la Révolution. Ils étaient aux premières loges avec moi à Bozola. Il avait bien recruté à son avis suffisamment pour me nuire. Il a juste nui au Mali et à lui-même. Il a vite compris son erreur et quand il était tard en 1992 et quand il était trop tard en 2012. Le 14 avril 1993 a permis d'apaiser ma colère contre Alpha qui a pris les choses en main pour régler lui-même le problème de l'IPR et le mien après ma sortie du bureau de coordination un an plus tard. J'ai perdu 5 ans de scolarité donnée à l'AEEM, au Mali tout entier sur différents problèmes y compris ceux des commerçants et la Chambre qui était aussi l'une des premières cibles de l'ADMA qui voulait prendre l'économie en main à travers ses propres commerçants. Il voulait les arrêter, mais pas pour la bonne raison.
Je l'ai vite compris là aussi en amenant le bureau de coordination tout entier à la chambre de commerce le jour de la première ville morte organisée par les commerçants et qui avait été tellement suivie qu'il n'y avait même pas un vendeur de galettes au grand marché des airs. Depuis le 14 avril 1993, Dion Kounda a été le messager entre Alpha et moi. Jiggy était mon messager et parlait à Alpha avec lequel je n'ai jamais eu le moindre entretien privé de toute ma vie. En fait, notre seule rencontre c'est le 14 avril. J'ai gardé Dion Kounda comme ami malgré le traitement infligé par Lenny et l'ADMA plus tard. Il voulait juste m'enrôler dans l'ADMA. J'étais son ami et décidé à garder mon indépendance totale. Il n'était pas le seul à vouloir m'enrôler dans un parti. Je n'appréciais pas du tout sa manière de faire les choses, c'est tout. Je le fréquentais même après, à mes retours de vacances. À Lenny à la récréation il était avec nous, pas avec les professeurs. J'étais souvent chez lui. Je me sens bien chez mes esclaves, toujours, demandez à Moussa. Je peux crucifier mes propres frères tout en les aimant de tout mon cœur. Je ne tourne le dos à aucun moment aux gens que je connais, ni à personne d'ailleurs. Les Maliens l'ont vu à travers ma lettre au président Ibrahim Keïta en 2017. Je n'avais rien d'autre que la lettre. Grâce à Soumelou Boubei Mega qui me connaît aussi depuis la transition de 1991 qui était son secrétaire général, qu'il a eu et lu ma lettre dès son arrivée au travail. J'avais appelé Soumelou à 6 heures sur le conseil de Mariam Barrow, conseillère municipale à Kooro, et ancienne de l'UNIM, membre du parti de Soumelou dont la seconde épouse est une camarade de l'AEEM qui m'a été d'un grand secours à mon arrivée à Paris, isolée, trahie par tout le monde. Je ne voulais pas quitter le Mali. J'étais déjà avancé dans le code civil. J'étais prêt à aller à l'ENA en première année, au lieu de la troisième année de l'ENI dont on m'avait finalement exclu sans aucun motif dès la prise de fonction de Alpha, par Baba Hakim Edara de l'USRDA, avec un arrêté signé par mon propre frère Cheikh Oumar Diarra, son directeur de cabinet. J'ai encore l'arrêté ministériel et tous les anciens, à commencer par Zarawana, ont été surpris de voir l'arrêté ministériel chez moi en 2009. Je ne me suis pas défendu. J'ai défendu les étudiants de l'IPR en n'aggravant pas la situation avec l'injustice que j'étais en train de subir et qui aurait révolté davantage l'AEM. On risquait d'être débordé. C'était mon devoir de défendre l'AEM, sauver l'année scolaire, et non moi-même. C'est ce qui a conduit à l'incendie de l'Assemblée nationale le 5 avril, presque après plus de 6 mois de négociations pour la réintégration des exclus arbitraires de l'IPR, exclusion intervenue en octobre 1992. Le peuple malien a applaudi ceux qui ont incendié l'Assemblée le 5 avril. C'est ce qui faisait peur au président qui a presque pleuré à la télévision le 9 avril. J'ai été modéré sinon il était parti. J'avais la situation sous contrôle depuis l'incendie de l'Assemblée jusqu'à mon départ en octobre 1993 de la tête de l'AEEM que j'occupais avec le faux titre de secrétaire administratif qui était en réalité le vrai poste de Zarawana qui passait pour beaucoup en dehors du comité directeur et du bureau de coordination et des dirigeants, comme le secrétaire général de l'AEM. Quand j'ai rencontré Ibrahim avec Zarawana à Paris dans un hôtel luxueux en 1996, comme d'habitude il était sympathique, mais son langage corporel et le coût de l'hôtel m'ont écœuré. Je connais l'état des finances du Mali. Ça m'a toujours préoccupé. Zoumana Sako le sait depuis longtemps. J'ai eu pitié de Ibrahim. Je l'ai dit à Zarawana. Ibrahim est mon ami. Il connaît même ma maison à Bozola, mais j'ai déchiré son numéro et on ne s'est plus jamais côtoyé et on n'a pas fait une conversation directe depuis ce jour-là. Lui et Zarawana se sont connus à travers moi, et il connaissait les rapports de force, mais je paraissais comme insignifiant à ses yeux déjà. Zarawana lui avait porté le titre de secrétaire général, même si Ibrahim connaît la vérité, c'est le titre qui paraissait le plus important à ses yeux. J'ai eu pitié de lui parce que je croyais qu'il était déjà très important à ses propres yeux et qu'il ne pouvait pas se sentir grandi avec un titre de ministre ou de Premier ministre. Je me trompais. Si j'avais été Alpha, je l'aurais viré depuis ce jour.
Je n'aime pas l'ingratitude ni les gens qui ne pensent pas assez pour savoir se tenir humblement dans la dignité et l'honneur, deux choses que ni le pouvoir ni l'argent ne peut acheter. Mais Alpha m'énervait déjà à cause de son insouciance qui l'avait fait grossir à tel point que ça me faisait honte pour tous les démocrates, sinon j'aurais dû l'appeler pour qu'il le vire immédiatement de son poste de Premier ministre. Il l'aurait fait, même si en retour je serais obligé de collaborer et d'accepter la mission qu'il me confierait. Il a trop laissé traîner les choses. Et il l'a épargné. Il aurait dû l'arrêter, mais lui-même n'était pas irréprochable comme tous les autres. Dioncounda, alors président de l'ADMA, n'a-t-il pas dit à ses camarades de soutenir ATT en 2002 contre Ibrahim Keïta, en leur disant « Si on ne soutient pas ATT, il peut nous envoyer tous en prison ». J'ai fait la promotion de Ibrahim Keïta auprès de Dioncounda, le messager entre Alpha et moi à l'époque, en demandant pourquoi on l'avait oublié dans le premier gouvernement, tout comme je voulais l'entrée des autres partis du mouvement démocratique, CNID, Parena et les autres, dans le gouvernement depuis avant les élections pour assurer un peu de transparence et de fidélité en la mémoire des martyrs et au sacrifice du peuple malien. Ça n'a jamais été pour moi ni pour remercier un ami ou un parent. Ils ne sont pas au courant de ce que j'ai fait, mais chacun peut reconnaître que le gouvernement So a été le meilleur gouvernement de Alpha, et le meilleur après celui de Zoumana Sako entre 1991 et 1992. So comme Zou n'ont jamais été les préférés de l'ADMA, des médiocres affamés rejetés d'emblée par le parti unique qui avait tout le monde à sa disposition. J'ai attaqué Ali Nuhu Diallo, le seul combattant de l'ADMA durant la révolution qui a été colossale. À lui tout seul, il valait 2 régiments. Je l'ai flingué avec Diko, le SG de l'ADMA, et Tiemoko Sangaré, directeur des études à l'ENI et à l'élection duquel j'ai grandement contribué chez moi au Tiendougou. J'avais de bonnes raisons d'éliminer Ali du jeu. 1. Il est le plus dangereux parmi eux. 2. Je lui en voulais, lui, secrétaire politique, et Diko secrétaire général et à la direction de l'ADMA. J'avais amené une délégation voir tous les partis du mouvement démocratique afin qu'ils forment un bloc commun pour aller aux élections avec l'argument suivant, Moussa avait tous les meilleurs du pays au sein de l'UDPM, il n'avait même pas le choix. Vous avez très peu de cadres pour gouverner le pays. En vous mettant ensemble, cela permettra de limiter les dégâts avec un creuset de cadres convaincus à défaut d'être les meilleurs. Mais si vous ne faites pas cela, ils viendront se mettre entre vous, ils vous diviseront avec une guerre des chefs, et élimineront les vrais révolutionnaires intègres parmi vous. Ils sont plus riches que vous. Le CNID était favorable à l'idée, comme le PSP de Fili Dabo Sissoko. Drissa Traoré du PDP serait d'accord aussi. Nous étions des amis et il vient du Bana à côté du Nafagadougou. Il voulait que je sois membre de son parti. Je n'ai pas accepté, mais nous étions amis. L'Union des forces démocratiques et d'autres seraient venus aussi, en voyant les autres ensemble comme durant la Révolution. Mais l'ADMA, déjà sûr de sa victoire annoncée, avait refusé. Alors que moi j'avais empêché ATT d'être candidat et de les éliminer tous du jeu dès le premier tour. En dehors de Zou, personne au sein de l'ADMA Alpha en tête ne m'a remercié. Les médiocres sont toujours suffisants et pensent toujours que tout est facile, car ils ne font rien pour se rendre compte de la difficulté du travail. Ce sont des jouisseurs impénitents. ATT ne m'a plus sollicité depuis le jour où je lui ai dit avec un micro devant la foule sous son bureau: tu pars à la date prévue, sinon il faudra marcher sur mon corps. Sais-tu comment tu es au pouvoir ou as-tu oublié? Il m'a envoyé son chef de cabinet aussitôt devant la foule. Je lui ai dit de descendre saluer la foule d'abord et qu'on monterait ensemble après. Il ne s'est pas exécuté au bout de 5 minutes. J'ai libéré les camarades en leur disant, ils seraient venus vous saluer si c'était des bouffons qui chantaient, ATT et ANB, ça ils n'ont fait. C'était un prélude à sa candidature. Et les bouffons étaient là et l'auraient soutenu. J'avais des raisons d'être en colère contre mon ami Ali, comme l'ensemble des leaders de l'ADMA. Zoumana m'a soulevé de terre devant les gens et ses ministres Bassari Touré et Oumar Kassogué au centre islamique au lendemain de ma sortie contre ATT et son plan à la conférence nationale. Ce qui avait tué le poussin dans l'œuf. Alors excusez-moi, chers compatriotes.
J'ai vraiment peur pour le Mali et je sais que tous ces gens vont me forcer à prendre les choses en main pour leur propre sécurité, quand il n'y aura que le chaos et plus rien à bouffer, exactement comme le 21 mars 2012. Je dois veiller sur le Mali. Moi je n'ai pas le choix, eux si. Une seule personne ne peut rien pour le Mali. Alors vous devez tout savoir ce que vous ne savez pas, ainsi je ne me sentirai plus seul face au pire que personne ne peut souhaiter comme le 21, le 22 et le 23 mars 2012. ATT et les mutins ne m'ont pas laissé le choix. J'étais obligé de m'impliquer, eux ils le savaient. Ils font la fête ensemble sans moi, tranquille, en m'écartant aussi loin qu'ils pouvaient, en m'ignorant comme quelqu'un d'insignifiant. Chaque fois que quelqu'un a un peu de pouvoir, on dirait qu'il devient fou en se prenant plus important que lui-même avant d'avoir la gloire, souvent par la faute des courtisans toujours en quête de faveur de la part du président sous le dos du peuple avec les moyens du peuple. Appelé ATT. Il se battait avec les bouffons qui voulaient qu'il reste au pouvoir. Eux ils ne risquaient rien. Ils n'étaient pas des cibles. Ils n'étaient rien sauf des gens qui étaient inquiets pour leur train de vie impossible à avoir sans ATT au pouvoir. Voilà pourquoi j'étais moi aussi en grand danger pendant la mutinerie. Cela ne devait pas m'approcher en aucun cas. Quand j'ai appelé ATT criait dans la salle, qu'elle tient à Caban. Son aide de camp a insisté pour que je le prenne au téléphone. J'ai refusé. Il se portait bien et était en sécurité, c'était évident. Je pouvais m'occuper des mutins maintenant pour ramener le calme et la paix. Il avait déjà renoncé depuis sa descente forcée du palais inquiet pour sa vie, mais aussi blessé dans son orgueil. S'il voulait encore même une seconde de pouvoir, il ne se serait jamais adressé à moi, mais à ces bouffons qui étaient prêts à le sacrifier jusqu'au bout, en lui conseillant de tenir avec un seul bataillon face à une quasi-armée et un peuple divisé avec beaucoup de mécontents à cause de la mauvaise gestion qui l'emportait finalement. Cela se fichait de la vie de nos soldats et des habitants de Bamako pour leur seul ventre. Moi je n'ai rien mangé, mais Dieu seul sait à quel point j'ai souffert pendant la mutinerie pour essayer de sauver le Mali et sauver toutes les vies humaines que je pouvais sauver, à commencer par celle du président et de nos soldats des deux côtés. Mon ami est dans une situation plus grave que celle d'ATT et les bouffons me traitent exactement comme sous ATT, d'ailleurs c'est toujours les mêmes. Pourquoi Ibrahim Keïta ne vient pas me voir moi? Comment croit-il qu'il est devenu ministre? Peut-il demander Alpha et Dion Kouda ce qui s'est passé pour qu'il ait une petite considération parmi ses camarades qui le connaissaient et qui ne lui avaient pas donné une place au gouvernement malgré le fait d'avoir été porte-parole du nouveau président, et malgré sa fonction de secrétaire aux relations extérieures de l'ADMA, il s'était retrouvé loin ambassadeur en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Ou peut-être qu'il se croit plus important que moi peut-être. Tout le monde peut le croire, mais pas lui, pas en face de moi. Qu'il vienne me voir, en une heure j'aurai sa démission en tête-à-tête, en privé ou en public. Ce sera la meilleure option pour l'ensemble des partis et pour le Mali. Viens me voir. Tous ceux vers lesquels tu cours sont mes éléments, tu le sais peut-être, certains ne le savent pas mais il y en a quelques-uns qui le savent. Viens me voir mon ami. Ce n'est pas ton fils le vrai coupable aux yeux de la morale et de l'honneur. Viens, on va régler ça dignement entre hommes, au lieu de faire le beau en one-man show devant la télévision publique. Si vraiment tu as confiance en toi, alors invite-moi devant les caméras de l'ORTM en une heure. J'aurai ta démission en direct. Tu me le signeras devant les Maliens. Tu n'auras pas le choix. Je ne te donnerai aucun coup bas. Je n'ai pas besoin de ça pour te faire démissionner en privé ou en public. On parie. C'est toi qui m'obliges à sortir de ma réserve, à attaquer mon propre ami en public. Je t'ai dit de demander à mes amis comme Issa Americo comment je suis avec mes amis face à la chose publique. Nous serons amis mais tu démissionneras. Les Maliens l'ont décidé. Crois-moi. En toute amitié, appelle-moi pour qu'on règle cela calmement. Je suis ton seul allié. Tu n'as personne autour de toi. ATT ne m'a pas adressé la parole pendant 20 ans, jour pour jour,
parce que je l'ai empêché d'être candidat en 1992, en marchant sur le CTSP le 24 mars 1992 pour dénoncer le complot qu'il préparait pour changer les textes de la transition afin d'être candidat. Sans cela il aurait été candidat. Son entourage et même des gens parmi vous à l'Ad Mali encourageaient, et personne parmi vous n'était capable de le faire renoncer ni de le combattre ouvertement publiquement. Je parie que vous n'étiez même pas au courant. Zoumana Sako Premier ministre était lui-même surpris quand j'ai dénoncé et mis fin au premier complot à la conférence nationale le 30 juillet 1991 en direct à la radio et à la télévision au Palais de la Culture. Tu étais là, n'est-ce pas? Alors ne me force pas la main. Tu sais pourquoi je suis obligé de défendre le Mali, la démocratie, et de veiller sur chacun de vous, même ceux qui sont à Koulouba. Tu te reposes trop sur Karim. Il ne peut pas faire son travail et celui de ses parents. C'est pas juste. Et voilà dans quelle situation il se retrouve à cause de toi. Tout Bamako appartient à Karim. Ce n'est jamais un bon signe pour un régime dans l'histoire du Mali. Tous ceux qui ont fait cela ont vu la justice divine s'abattre sur eux sans exception, à défaut de celle parfois plus clémente des hommes. Ce sont des choses que Karim ne sait pas. Il ne connaît pas les courtisans qui te glorifient et te lâchent, mais toi si. Viens me voir. Je suis ton ami. Ceux-là autour de toi qui mangent avec toi et ta famille, ne valent rien. Ils te lâcheront à la seconde, tu n'en reviendras même pas. Et crois-moi, beaucoup sont prêts à te lâcher autour de toi maintenant même. Ils sont autour de ton fils prêts à le lâcher, en l'utilisant en plus comme porte de sortie. Quant aux officiers, c'est simple. Eux ils vont dire qu'il obéissait aux ordres. Ce qui n'est pas faux. Ceci est le Mali Ibrahim. Viens me voir. Qu'on en finisse. Si tu veux amène Moussa, Dion Kouda et qui tu veux avec toi. Il ne sert à rien de courir de gauche à droite. Cela ne sert à rien. Viens. ATT m'a confié le pays avant la fin de son mandat, car il savait qu'aucun de vous n'allait organiser des élections dignes de ce nom, aucun de vous n'était assez intelligent, humble, intègre ou courageux simplement pour faire face à une situation que lui-même ne pouvait plus gérer en tant que président. J'en ai marre de veiller sur vous pendant que vous faites des bêtises dans mon dos, comme des enfants que vous n'êtes plus. Aucun de vous depuis Alpha ne m'a fait appel pour une fête, jamais. Mais quand une bagarre éclate entre vous fêtards et qui embrasse le pays à cause de vous, c'est à moi de nettoyer les pots cassés. C'est pas juste. C'est seulement possible parce que vous laissez tout le travail à vos assistants comme si la présidence n'était pas d'abord que du travail. L'entourage de ATT m'a empêché de le voir pendant 2 mois avant le 21 mars 2012. Il pensait que c'était moi qui refusais de le voir et s'était plaint d'apprendre ma candidature à la télévision le 19 mars 2012, 2 jours avant de fuir son palais. J'ai cultivé au champ avec une eau jusqu'à l'âge de 20 ans. Je fais moi-même ma cuisine, une habitude d'enfant unique prise en travaillant comme garçon au champ le jour et fille le soir à la maison pour aider dans la cuisine, faire la vaisselle, même pour faire le beurre de karité pendant des heures souvent jusqu'à minuit, pour nourrir la veuve et l'orphelin durant la famine de 1979. J'aurais accepté d'être même le planton de Alpha, de Amadou, de Dion Kounda ou de Ibrahim s'il avait besoin de moi comme planton, pour une raison ou une autre, dans l'intérêt de la démocratie et du Mali, mais jamais je n'aurais accepté d'être leur premier ministre, conseiller ou travailler dans l'administration sous leur régime de corruption totale. Ils ont tout peur de leurs amis corrompus autour d'eux. Ils ont peur pour leur pouvoir qu'ils l'ont transformé en confort personnel. Quand on fait ça, on a peur naturellement de tout. Je sais qui je suis, et je sais pourquoi je suis en vie encore. Personne ne me salit. Personne. Le Mali peut disparaître, personne ne me salira. Si je dois me salir, c'est moi qui déciderai et ce sera jamais pour moi, ni pour mes enfants, ni pour aucun de mes anciens ou nouveaux camarades, jeunes ou vieux, hommes ou femmes. Ce sera pour le Mali ou pour plus.
Quand le capitaine Sanogo et les mutins étaient en train de donner des paquets d'argent même aux inconnus qui passaient leur rendre visite, je pouvais passer 3 jours sans pouvoir trouver 200 francs CFA pour m'acheter quelque chose à manger. Je serais mort de faim avec leur sac d'argent déposé dans mon salon, que je n'y toucherai pas. Je le dois à mes parents et à mon éducation sans doute. Personne ne me salit. Je me suis éloigné de la transition même quand Dion Kouda mon ami a eu des soucis. D'ailleurs si je ne connaissais pas personnellement son agresseur depuis l'enfance bien avant 1991 et s'il ne me l'avait pas dit en 2017 tout près, j'avais toujours pensé que c'était Dion Kouda lui-même qui avait monté le coup de son agression. Il en est capable. C'est exactement ce dont il avait besoin. Les gens ne le connaissaient pas. Moi si. Tout le monde pensait que Sanogo était le plus fort à côté de Dion Kouda. Moi j'avais pitié de Sanogo pour ce que Dion Kouda allait lui faire. De toutes les façons dès le 24 mars j'avais tourné le dos déjà aux mutins. C'était rassurant au final de voir Dion Kouda avec les jeunes. Il allait leur faire un cadeau qu'il ne pourrait pas refuser. Il attendu le bon moment pour le faire en commençant par donner le grade de général à Sanogo. C'était d'une finesse magistrale pour l'éliminer définitivement de la scène politique, prison ou pas, car dès le retour au calme les vrais mutins allaient parler et les jeunes qui idolâtrent bêtement Sanogo malgré ses crimes odieux et le pillage de la douane au grand jour, et qui aduleraient même un petit chien à qui on donnerait un titre de président, secrétaire général ou directeur de quelque chose, allaient savoir que Sanogo n'était qu'un ouvrier de la 25e heure, un opportuniste peureux. Un incompétent et un traître qui a commencé par trahir ses jeunes frères soldats qui ont tout fait et qui sont allés le chercher bien après, sachant que ATT avait complètement renoncé déjà, et sachant que moi je voulais qu'il ait un blâme, en plus de la satisfaction de leurs revendications, et leur affectation à d'autres fonctions loin des casernes par respect pour l'armée, et pour assurer un avenir plus serein aux mutins eux-mêmes. J'avais été clair dès le début avant d'accepter de les aider quand ça tirait de partout dans l'après-midi du 21 mars 2012. ATT était encore au Mali. Sa sécurité était primordiale car il était la cible. Il fallait qu'il le respecte, par respect pour le peuple malien, et non pas pour lui-même. J'ai dit que les Maliens ne leur pardonneraient jamais s'il lui arrivait quelque chose, et qu'ils feraient de lui un héros à jamais malgré la puanteur de son régime. Heureusement pour tout le monde que Sanogo ne conduisait pas les mutins au moment le plus chaud sous les balles. Il aurait craqué et aurait fait un massacre en visant directement le président, et moi aussi probablement. J'avais aussi demandé à Konaré d'engager immédiatement des discussions avec les bérets rouges et de comprendre leur résistance. Ils sont la garde présidentielle. Ce sont des soldats et leur honneur leur commandait de protéger le président. Il fallait les avoir avec les mutins rapidement au lieu de se tirer dessus. ATT était déjà parti. Il fallait penser à l'armée d'abord et au Mali. C'est ce que ATT et l'armée ont fait en 1991 en étant commandant de la garde présidentielle. Moussa a été arrêté sans la moindre bagarre, sans même un coup de poing. On le doit à la garde présidentielle et aux bérets rouges en 1991. Ils ont sauvé ainsi des centaines voire des milliers de vies d'enfants en compagnie du reste de l'armée, notamment le camp de Kati dont les chars ont servi à sécuriser le cortège présidentiel de Koulouba jusqu'au camp Para, ramenant Moussa le parachutiste à plus de 1000 sauts chez lui. Il n'était pas à la hauteur pour diriger un pays. Il avait promis de rendre le pouvoir après 6 mois le 19 novembre 1968 après avoir renversé Modibo, puis 10 ans, et il n'allait jamais le rendre sous prétexte d'élections démocratiques ou de multipartisme. Moussa avait divisé le Mali entre civils et militaires pendant 23 ans, mais au moins Moussa commandait les opérations depuis la place de la Liberté le jour de l'arrestation de Modibo Keïta. Le lieutenant Konaré m'a assuré qu'il entamait des négociations et que ça bloquait sur des questions de place ou de poste. J'ai dit absurde. Ne cherchez pas de place, vous ne pouvez pas prendre le pouvoir en aucune manière, même face au reste de l'armée pour longtemps, sans même ajouter le peuple dans l'équation qui condamne ATT et qui est choqué en même temps par ce qui se passe. Vous avez le bon bout, maintenant il faut faire en sorte de vous sauver et de vous mettre loin de l'armée.
Ça m'avait inquiété un peu qu'il se bagarre pour une histoire de poste. C'est pas un coup d'État, sinon je n'ai rien à faire là-dedans. Les questions de poste sont réglées avant, dans ce cas, au moins dans leurs grandes lignes. On se tire pas dessus dans la foulée d'un coup d'État pour celui qui va diriger le pays. C'est réglé à l'avance. Ce n'est pas un coup d'État, sinon vous ne vous en sortirez pas. Négociez et faites taire les armes, sinon vous allez perdre le soutien de la population si les armes continuent à crepiter. N'oubliez pas que plus de la moitié des habitants gagnent ce qu'ils doivent manger le lendemain en travaillant. Avec la faim, vous ne pourrez pas les contenir. C'était mon analyse de la situation face au lieutenant Konaré et il savait que j'avais raison. Les mutins sont allés chercher Sanogo sachant que la mutinerie avait déjà la situation bien en main, en dépit de la résistance des bérets rouges. Ils sont allés le chercher non pas parce qu'il était bon, au contraire, parce qu'il serait assez bête et irresponsable pour accepter. Ils ne savent pas jusqu'où la médiocrité et le pouvoir sont incompatibles. Il les a divisés, marginalisés et intimidés les rares intègres en leur donnant des sacs d'argent. Celui qui refusait était sûrement mort quand on voit ce qu'il a fait au béret rouge et à son propre ami. Dionkunda est toujours aimable, souriant, amical, mais très intelligent, sans foi, ni loi, disponible pour le bourreau et la victime à la fois. Tordu au point qu'il ne tire jamais directement sur une cible même à 1 mètre. Il préfère le coup du billard. Regardez qui est le survivant de la guerre des chefs que j'avais annoncé devant les responsables de l'ADMA avant les élections de 1992. À l'époque, il n'était pas vraiment un poids lourd apparent, même s'il était membre du comité exécutif. Il n'avait qu'un poste de ministre du Travail dans le premier gouvernement, mais il avait déjà réussi à se rendre plus important que Malamine le mentor et ami de Alpha ou que Ali Diallo le chef de guerre et l'idéologue désigné du parti. Les mutins l'ont sous-estimé. Il fallait le respecter, se coller à lui pour l'empêcher de faire des bêtises, mais il ne fallait pas le sous-estimer ou le considérer comme faible, en le poussant dans son dernier retranchement face aux requins de la classe politique. C'était lui le président, qu'on le veuille ou non. Il ne fallait jamais l'oublier. Si les mutins voulaient vraiment le pouvoir, Sanogo aurait dû aller à Dakar chez ATT, même si c'était juste pour le cinéma, il aurait rassuré plus d'un au sein de l'armée et au sein du peuple sur leur maturité. Ils auraient gagné la sympathie et les conseils d'un officier qui connaît la classe politique plus que n'importe quel soldat de sa génération. Il ne fallait pas toucher à l'argent, bien au contraire. Il fallait démontrer qu'il était plus intègre, plus sérieux et respectueux de l'État dont l'autorité bafouée était la cause principale du mécontentement des soldats au front. Il fallait envoyer les troupes au front et remporter quelques batailles et récupérer un peu de terrain perdu au front. C'est ce que les Maliens attendaient en premier. Mais au lieu de cela, l'armée devait servir à la sécurité de Sanogo, se mettant en scène pour exister dans un jeu politique auquel il n'était pas préparé, obligeant l'administration à déserter, faute de protection, en permettant aux rebelles d'avoir le champ libre pour corrompre et recruter tous les mécontents contre le régime qui abandonnait les populations. Incroyable. Voir la transition était encore plus pénible que les 3 jours d'enfer de la mutinerie. M'occuper finalement du Mossine m'occupait la tête pour ne pas trop souffrir face au spectacle disgracieux offert par la classe politique fainéante et affamée autour de Sanogo, de Moussa et de Blaise, pour s'en sortir avec l'armée française dans le pays. C'est la vie. Les vrais hommes et les vraies femmes de la Révolution et du Mali sont à Nyarela, au carré des martyrs. Alors excusez-moi, chers compatriotes, de parler ainsi devant vous, mais on ne me laisse pas le choix. Mes amis m'ont trahi. Ils me trahissent depuis le matin du 26 mars 1991, et quand ça ne va pas, c'est vers moi qu'ils se tourneront en laissant les Maliens dans d'effroyables misères et le chaos comme le 21 mars 2012 avec des jeunes à la tête du pays et qui ne savaient même pas comment gérer une simple classe. Sanogo ne devait-il pas sa présence dans l'armée à l'impunité et au laisser-aller du régime corrompu d'ATT? Mes amis me connaissent. Ils savent que je ne pourrai pas assister à la misère du peuple malien. Ils me font chanter. Alors Ibrahim répond sans intermédiaire ni bouffon, devant les Maliens, si tu es si important on le verra.
Quand tu dis que tu es beau la nuit, quand le jour viendra, les gens en auront le fin mot. J'en ai marre que tu bafoues la fonction du président et qu'au même moment tes partisans et les bouffons nous demandent de te considérer comme le président du Mali. On sait tous les deux que tu te moques de la présidence comme du Mali en réalité. S'il n'y avait aucun confort ni aucun privilège, tu n'y serais jamais comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Sais-tu pourquoi on a attaqué Bamako le vendredi 22 mars en plein mois de Ramadan en 1991 ? Demande à l'immense. Il a prié à la grande mosquée de Bamako le 22 mars 1991. Pourquoi Ibrahim Keïta ne vient pas me voir moi? Comment croit-il qu'il est devenu ministre? Peut-il demander Alpha et Dion Kouda ce qui s'est passé pour qu'il ait une petite considération parmi ses camarades qui le connaissaient et qui ne lui avaient pas donné une place au gouvernement malgré le fait d'avoir été porte-parole du nouveau président, et malgré sa fonction de secrétaire aux relations extérieures de l'ADMA, il s'était retrouvé loin d'ambassadeur en Côte d'Ivoire. Pourquoi ne vient-il pas me voir? Ou peut-être qu'il se croit plus important que moi, peut-être. Qu'il vienne me voir, en une heure j'aurai sa démission en tête-à-tête, en privé ou en public. Ce sera la meilleure option pour l'ensemble des partis et pour le Mali. Viens me voir. Tous ceux vers lesquels tu cours sont mes éléments, tu le sais peut-être, certains ne le savent pas, mais il y en a quelques-uns qui le savent. Viens me voir mon ami. Ce n'est pas ton fils aux yeux de la morale. Viens, on va régler ça dignement entre hommes, au lieu de faire le beau en one-man show devant la télévision publique. Si vraiment tu as confiance en toi, alors invite-moi devant les caméras de l'ORTM en une heure. J'aurai ta démission en direct. Tu me le signeras devant les Maliens. Tu n'auras pas le choix. Je te ferai une proposition que tu ne pourras pas refuser. On parie. C'est toi qui m'obliges à sortir de ma réserve, à attaquer mon propre ami en public. Je t'ai dit de demander à mes amis comme Issa Merico comment je suis avec mes amis face à la chose publique. Nous serons amis, mais tu démissionneras. Tu le feras pour le Mali et non pour ta cour de courtisans affamés et ingrats. Les Maliens l'ont déjà décidé. Crois-moi. Il y a des accusations contre toi et famille qui sont d'une extrême gravité. Il y a la haute trahison en tant que commandant en chef des forces armées. En toute amitié, appelle-moi pour qu'on règle cela calmement. Je suis ton seul allié. Tu n'as personne autour de toi. ATT ne m'a pas adressé la parole pendant 20 ans parce que je l'ai empêché d'être candidat en marchant sur le CTSP le 24 mars 1992. Sans cela, il aurait été candidat. Son entourage et même des gens parmi vous à l'ADMA l'y encourageaient, et personne parmi vous n'était capable de le faire renoncer ou de le combattre ouvertement publiquement. Je parie que vous n'étiez même pas au courant. Zoumana Sako, Premier ministre, était lui-même surpris quand j'ai dénoncé et mis fin au premier complot à la conférence nationale le 30 juillet 1991 en direct à la radio et à la télévision au Palais de la Culture. Tu étais là, n'est-ce pas? Alors ne me force pas la main. Tu sais pourquoi je suis obligé de défendre le Mali, la démocratie, et de veiller sur chacun de vous-même ceux qui sont à Koulouba. Tu te reposes trop sur Karim. Il ne peut pas faire son travail et celui de ses parents. C'est pas juste. Et voilà dans quelle situation il se retrouve à cause de toi. Partout où l'on va, il y a quelque chose qui appartient à Karim. Viens me voir. Je suis ton ami. Ceux-là autour de toi qui mangent avec toi ne valent rien. Ils te lâcheront à la seconde, tu n'en reviendras même pas. Et crois-moi, beaucoup sont prêts à te lâcher autour de toi maintenant même. Ils sont autour de ton fils prêts à le lâcher. Ceci est le Mali, Ibrahim. Viens me voir. Qu'on en finisse. Si tu veux, amène Moussa, Dion Kouda et qui tu veux avec toi, mais viens. Je suis ton seul ami, moi qui n'ai rien mangé avec toi. Sais-tu que je n'ai plus eu la parole à un meeting du groupe, après la lettre que je t'ai envoyée et qui t'a servi à enterrer le projet de constitution le jour même. À part quelques jeunes personnes ne m'a dit merci dans l'opposition. Kadiatou m'a privé de parole, elle qui me connaît depuis 91, avec la complicité de Oumar Meriko lors du meeting à Andalais.
J'ai pris Zoumana Sako, Soumaya Cissé et Noum Togo à témoin. Soumaya et Zou ont dit à Kadiatou de me réserver une place dans les orateurs en vain. J'étais arrivé avant les autres. J'avais été chaudement acclamé par le public. J'avais passé la nuit à mobiliser les gens sur le réseau. Mais je n'avais pas payé d'argent aux organisateurs du meeting mais plutôt à Orange Mali, et j'ai dû faire le stop pour rentrer à la maison en faisant plus de 3 heures entre Andalais et Bakodji Koroni. C'est amusant, n'est-ce pas? Il faut être un milliardaire de nos jours pour avoir droit à la parole ou à la considération du président. Au temps de Moussa, il fallait des armes pour avoir ce privilège et la bénédiction de Moussa en prime, ton idole. Lui, il t'avait pas peut-être oublié son grand ami pendant 23 ans de pouvoir absolu qu'il donnait même à des moins que rien comme Zoumana Sako ou certains de tes propres frères et ex-serviteurs. Qu'est-ce que toi et moi version 1991 aurions-nous été aujourd'hui dans cette classe politique pourrie sous tes ordres à toi version 2019 après n'avoir rien fait que servir un pays que tu aimes? Tu es plus riche que Crésus pendant que ton peuple meurt de faim, alors qu'il comptait sur toi justement pour comprendre ses propres misères qui furent les tiennes à certains moments. Tu préfères les milliardaires comme toi, engraissés au service de l'État comme toi, selon un modèle bien huilé par Alpha lui-même dans tous les sens du terme. Tu invites des gens comme Soumaïla, compréhensible, contrairement à Moussa. Alpha ne vous a pas oublié. Quoique Soumaïla était quand même à la CMDT. C'est pas rien comme CV d'expert en pillage, surtout quand on connaît la douleur des paysans et l'apport du clan CMDT aux finances de l'ADMA affamé. Ces 16 millions avaient gagné à Younousi Touré le poste de Premier ministre, devant Malamine, Ali Diallo, Diko et même toi qui étais mon favori pour le poste. Quel sacrilège! C'était de très mauvais augure. Tu reçois Oumar Meriko et Tabilé Dramé qui se font applaudir par les jeunes comme les héros de la Révolution de mars 1991. T'as pas peur de les avoir à côté de toi? Non, bien sûr. C'est bien, ils vont t'aider comme témoin à décharge si c'est ce que tu souhaites vraiment. Tu peux les amener avec toi aussi. Ta fille était à Bamako et sur le terrain. Elle a dû se réjouir en te voyant flatter Moussa et en l'associant à ton triomphe. C'était osé. Je ne l'aurais pas cru possible. Te servir de Ramatoulé pour honorer Moussa. C'est fort. Amène Moussa avec toi si tu veux. Tu ne m'as pas appelé. Pourquoi? Sais-tu ce qu'il me faut faire pour te voir? Bien sûr. De toutes les façons, je suis pas marrant, je t'en veux pas. J'allais faire l'important devant toi, l'empereur du Mandé en personne qui ne connaît même pas son histoire personnelle. Maintenant il est trop tard pour toi peut-être, mais pas pour tout le monde, et il n'est jamais trop tard pour sauver ce qui peut l'être. Et tu dois te réjouir que je sois parmi ceux qui veulent ta démission pendant que tu peux démissionner. Tu as amené Moussa en le flattant comme ton modèle, en faisant de lui un modèle pour la jeunesse. S'il avait compris ce qui se passait, il aurait accepté sa lettre de démission du 24 mars 1991. Il comptait sur l'armée qu'il avait lui-même jetée dehors. Quel ignorant! Il croyait que c'était la France qui l'avait fait partir en plus, alors que c'est lui-même qui s'est fait partir tout seul. Nous, on n'a fait que lui emprunter son arme. Dans une bagarre on se défend comme on peut, à la loyale pour les meilleurs et les courageux, et le mieux c'est avec l'arme de l'ennemi. Ça peut aider contre les remords et le sentiment de culpabilité. Moussa aurait dû prendre une plume pour se défendre ou un avocat retors comme Maître Demba Diallo au lieu d'un flic comme Sambou Soumaré. Je connais tes armes peut-être mieux que toi, isolé dans ton poste de président à qui personne n'ose dire la vérité par peur de vivre dans la misère. La misère est ma compagne depuis ma naissance. Elle m'accompagne partout où que je sois au monde. Karim vole avec les militaires, erreur fatale. C'est lui-même qui est en train de fournir toutes les preuves à ceux qui vont l'arrêter pour se sauver. Ils sont sous tes ordres. C'est toi en tant que commandant en chef des forces armées qui endosse absolument pour les militaires surtout les hauts gradés et leurs crimes sous ta présidence. Souviens-tu de la jurisprudence de 1991?
Même le général Mamadou Koulibaly ne fut pas inquiété contrairement aux civils du gouvernement qui avaient moins de pouvoir que lui. Il connaissait les intentions criminelles de Moussa et ça l'inquiétait. Il aurait dû l'arrêter pour folie. Après tout, sans se faire de blagues comme l'UDPM, nous savons tout que c'était un régime militaire qui a pris illégalement le pouvoir et qui au fond ne méritait aucun respect mais certainement beaucoup de peur. Moussa n'a jamais démissionné de l'armée. Au contraire, le pouvoir lui a apporté les galons qu'il n'aurait pas gagnés à la guerre en étant instructeur des miliciens de l'USRDA. On est toujours trahi par les siens, n'est-ce pas? Tu devais protéger Karim, en ne le jetant jamais au devant de la scène. Jamais. Il avait déjà fait tout ce qu'il devait faire pour t'aider à conquérir le pouvoir. Sans lui tu n'avais aucune chance, on le sait entre nous. Il a fait plus. Il s'est occupé de son père? Puisque c'est lui qui s'occupait déjà de tes propres amis qui s'adressaient à toi bien avant que tu ne sois élu président et même quand tu étais simple député. Karim devait s'occuper lui aussi de ses propres amis en plus, sauf s'il confiait ses amis à lui aussi à son propre fils avec tous les pouvoirs que tu lui as délégués en complément de tâches, en suivant rigoureusement le modèle paternel. Quand tu avais l'âge de Karim, Moussa avait des années devant lui au palais de Koulouba. À son âge tu n'as jamais eu le 10e du pouvoir que tu lui as confié. Les accusations sont graves. La situation du Mali l'est encore plus. Tu endosses l'entière et unique responsabilité de tout ça. Ramatoulaye ta fille et tous ses camarades étaient en communion avec moi le 14 février 1991 dans l'amphi du lycée Badala. Ça a été son dernier grand meeting de l'AEM dans cet amphi. Pendant plus d'une heure tout seul face à une salle pleine à craquer je n'avais parlé que des généraux au pouvoir à commencer par Moussa et son ami Sekouli. Elle a été touchée par une grenade défensive de l'armée de son père Karim Dembélé, avec Moussa en commandant en chef irresponsable et fou de pouvoir, imbu de sa personne, se croyant meilleur que le Mali réuni. Elle est morte en soldat encore plus dignement que son propre père qui a porté un galon de lieutenant-colonel et qui a fait le coup d'État illégal de 1968 avec le même Moussa. N'es-tu pas, toi mon ami Ibrahim, le digne fils et le fan de ton père Modibo Keïta qui apparaissait fièrement sur tes affiches de campagne l'année dernière? C'est d'ailleurs pas le même Modibo qui aurait dit qu'on l'appellera jamais ancien président. J'espère que tu n'es pas au moins comme Modibo. Ton ami Moussa peut te raconter la véritable histoire de ton père Modibo que tu n'as pas bien connu car lui aussi a été assassiné par ton nouveau pote Moussa. C'est son ancien boss et beaucoup plus. Peut-être qu'il te dira ce qu'on peut apprendre au-delà d'une autopsie. Je peux comprendre que vous ayez tout peur de Moussa, mais à ce point c'est inquiétant. Il y a peut-être une raison. Tu as certainement des raisons du nom de Sanogo, un autre fan de Moussa. Je ne vous comprends pas. Quand je partais chez Moussa en 2009, deux amis qui étaient avec moi au palais le 14 février 1993 face à Alpha nous ont faussé compagnie en cours de route, à ma grande surprise. Après j'ai appris qu'il disait dans mon dos que Moussa Betaka Kabako da Agibou Kabi. Oumar Meriko au moins lui n'a plus peur de Moussa depuis le 26 mars 1991. On l'entend à la télé et à la radio insulter ouvertement Moussa Traoré. C'est fou, n'est-ce pas? Lui qui a dû se faire cacher par ses ennemis par peur de Moussa quand ta fille et ses mères se battaient contre le même Moussa, les mains nues. Tu dois être fier d'elle, toi le karatéka. Moussa était dans un palais protégé par ses gardes, menaçant de faire descendre l'enfer sur Bamako. Ce que son propre conseiller à la communication Tiono Massieu Koné avait trouvé redondant car l'enfer était déjà sur Bamako, pendant que d'autres conseillers lui disaient qu'il avait raison et qu'il pouvait gagner. On connaît la suite. Viens me voir, afin qu'on répare ensemble et très vite, les dégâts énormes afin de sauver tout le monde de façon juste et sérieuse, dans l'honneur, l'intégrité et la dignité, devant le peuple malien. Nous n'avons rien à cacher. Tu n'as rien à cacher. Tu vois, Moussa, il a fait un peu de tôle, et il est tranquille à côté de sa femme, ses enfants et ses petits-enfants. Il y a une vie après Koulouba qui est encore beaucoup plus gratifiante.
on n'est pas trop dérangé par le travail, et tout le monde est gentil avec un ancien président, même avec un criminel notoire comme Moussa Traoré. Viens. Amène toute ta bande si tu veux, c'est pareil. C'est toi qui es important dans l'affaire. Que Dieu nous protège et aide la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, ouvrir. Président du gouvernement fantôme du Mali.